Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en cette fin de 3e année de la chaîne Le Guide Killer Show 666. Je remercie les nouveaux abonnés et aussi les anciens. Merci à toutes et à tous. On n'est peut-être pas très nombreux, mais sachez que moi c'est pas le nombre qui m'importe, c'est la qualité des abonnés et je vous remercie. Vous êtes vraiment géniaux, vraiment tous et toutes. Bien sûr, je prépare une année 2019 qui j'espère sera riche en émotions mais riche en contenu surtout. C'est ce qu'on découvrira en 3e partie de vidéo, mais comme chaque année, il est temps de faire un bilan cinéma avec les meilleurs et pires films, un classement bien sûr des meilleurs jeux sur chaque support et on terminera avec le bilan de ma chaîne pour découvrir peut-être le futur contenu, en tout cas ce que je vais essayer de préparer. Mais avant tout ça, j'espère que vous passez de très bonnes fêtes. Je vous souhaite bien sûr un joyeux Noël, un peu tardivement peut-être au moment où vous verrez cette vidéo, une future bonne année avec les meilleurs auspices, mieux qu'en tout cas cette fin d'année assez catastrophique. J'espère que vous passez en tout cas de très bonnes fêtes en famille et en amoureux. Je vous envoie plein de pensées positif pour que vos futures années soient meilleures. On commence tout de suite bien sûr avec le classement cinéma et une fois n'est pas coutume avec les meilleurs films. Et à la 5e place, on commence avec Mortal Engine. Alors j'aurais pu le mettre dans les pires films, mais j'ai décidé de le mettre dans les meilleurs films. Pourquoi ? Parce que en fait, il faut être honnête, ce film est quand même très bon. Globalement, c'est vrai que j'ai été déçu surtout scénaristiquement. Alors je parle pas de l'écriture des personnages qui sont pas forcément extrêmement bien développés, on a l'habitude de les voir, c'est assez classique, mais en fait c'est surtout scénaristiquement, là où nous proposait normalement dans les bouquins un univers vraiment post-apo avec des problèmes climatiques, des tornades, des tsunamis, ce qui pousse l'être humain à créer des villes mobile, et bien là en fait tout a été balayé. Apparemment les terres sont toxiques alors que c'est pas du tout le cas, c'est florissant, on peut voir qu'on peut faire des cultures normalement, l'être humain peut boire de l'eau alors que normalement c'est supposé être contaminé mais pas du tout. Enfin bon bref, tout va bien, mais l'être humain a quand même décidé de construire de telles machines. Après, visuellement, ce film est juste un orgasme visuel. C'est peut-être le plus beau film de cette année. Il mérite vraiment le coup d'œil, rien que pour ça. On sait jamais, peut-être que vous passerez un bon moment, mais il faut vraiment le soutenir pour une simple et bonne raison, c'est que peut-être que c'est pas parfait scénaristiquement, mais il serait dommage que le film se bouffe de grosses mauvaises audiences, ce qui est le cas pour l'instant, et que derrière, du coup, on ne tente pas à nouveau de proposer de tels films, parce que les réalisateurs seraient peut-être frileux à cause de telles audiences, sachant qu'en plus Peter Jackson ne le mérite pas parce qu'il faut savoir qu'il est peut-être aux commandes mais c'est pas lui qui réalise. Donc voilà, à noter que c'est ça, enfin c'est à noter, c'est vraiment très important. Donc voilà, je trouve qu'il mérite cette 5e place, il mérite le coup d'œil, reste un bon film globalement. À la 4e place, Pacific Rim Uprising, le film dont tout le monde était certain que ça allait être le pire film du monde, vu la gueule de la bande-annonce, surtout après un premier épisode qui était vraiment spectaculaire. Et pourtant, grosse surprise, j'ai passé un excellent moment visuellement, mais surtout techniquement, parce qu'on a eu de nouvelles créatures, on a eu surtout de nouveaux mechas avec des designs vraiment fous, avec des armes totalement inutiles, mais qui donnent, on va dire, des combats assez spectaculaires. On se le cache pas, je me rappelle surtout de mecha avec des tourelles qui peuvent se retourner et tout, enfin il y a des trucs super classe, mais en fait pour moi ce qui était la vraie grosse doléance c'est le choix du casting avec le personnage principal incarné par John Boyega. Mais chaque année je me répète, ce n'est pas un bon acteur, ce mec est à chier, arrêtez de le mettre dans tous les films en tant que personnage principal, il est nul et il le restera à moins qu'on lui apprenne à jouer la comédie. Mais attention, ex-aequo avec Pacific Rim, Cloverfield Paradox. Et oui, grosse surprise de voir ce film qui n'a pas marqué les esprits en bien, et pourtant, moi j'ai vraiment kiffé Cloverfield Paradox. Alors j'adore la série Cloverfield, pourquoi ? Parce qu'elle propose à chaque fois des films totalement différents du précédent et qui pourtant s'implantent parfaitement à l'histoire originale, et ça c'est super cool. En plus de ça, je suis un gros amateur des histoires de paradoxes temporels, etc. Ce film est un orgasme à ce niveau-là, c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens ont été perdus. J'ai beaucoup aimé à faire la critique pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai essayé d'expliquer ce que j'avais réussi, ce qui a été difficile, réussi à comprendre du film, pour essayer de faire comprendre que le film était beaucoup plus complexe s'il y parlait. Mais en tout cas, voilà, j'ai passé un très bon moment et je pense qu'il mérite le coup d'œil. Si vous êtes fan des Cloverfield, il est totalement
totalement différent des autres, mais au moins il explique pourquoi, et comment sont nées les grosses créatures de Cloverfield. À la 3e place, enfin un film d'horreur, L'Exorcisme de Anna Grace. Alors j'ai hésité avec Overlord, mais si je l'ai pas mis, c'est pour une simple et bonne raison, c'est que ça reste un bon film, mais il est pas vraiment un film d'horreur. On est d'accord, on est plus sur un film gore et glauque, et surtout c'est que cette année 2018 en matière de films d'horreur, c'est plutôt la grosse déception. Parce que cette année a été surtout orientée dans des films à ambiance, ce n'est pas un problème, j'aime beaucoup les films à jumpscare, mais j'aime aussi les films à ambiance, mais c'est vrai que là, la plupart des films d'horreur, l'ambiance est là, mais qu'est-ce qu'on se fait chier au niveau de l'horreur, j'ai jamais peur. Alors qu'au moins, L'Exorcisme d'Anna Grace, il y a l'ambiance, c'est pesant, les musiques sont vraiment très bien travaillées, les plans sont assez longs pour permettre de créer une tension qui monte et qui nous pousse à vouloir que le film nous fasse peur, parce que là j'en peux plus, c'est vraiment trop stressant, et ça c'est cool. Je n'ai pas mis Halloween, qui est un thriller horrifique, pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai décidé de faire ce classement avec les films que j'ai vus et dont j'ai fait la critique. Or, malheureusement, Halloween, je l'ai vu, mais que très tardivement, et je n'ai pas fait la critique du coup, donc c'est pour ça qu'il n'est pas dans ce classement, mais il aurait mérité totalement sa place. Mais j'ai préféré mettre donc à la place d'Overlord, Anna Grace, qui est vraiment un très bon film d'horreur, qui ne va pas plaire à tout le monde, parce que c'est vrai que c'est un film surtout à ambiance, il n'y a pas forcément des jumpscares continus, comme on a l'habitude de voir dans les films d'horreur de ces dernières années, mais là, vraiment, l'ambiance, tout est pesant, et ça en fait un très bon film d'horreur, à mon sens. À la 2e place, il faut savoir que ça a été très compliqué parce que y a vraiment de très bons films qui sont arrivés surtout en cette fin d'année. Je vais d'abord commencer avec comme film Les Indestructibles 2. Je suis un amoureux des Indestructibles, premier du nom, c'est ma Madeleine de Proust et j'attendais énormément de l'épisode 2 qui reste un très bon film mais qui n'est pas au-dessus du premier, qui propose un univers assez coloré, mais historiquement assez différent, puisque là, cette fois, qui est mise en avant, c'est surtout les femmes, ce qui n'est pas une mauvaise chose, au contraire, mais ça fait un peu cliché, par moment, vraiment ça fait très cliché, mais j'ai passé un bon moment, j'ai retrouvé Les Indestructibles, et même s'il n'est pas au même niveau que le premier, c'est toujours compliqué de faire aussi bien, voire meilleur que le film précédent, ça reste quand même un excellent film d'animation. Et qui dit animation dit surtout le meilleur d'entre tous de cette année, ce n'est autre que Spider-Man New Generation. Franchement, ce film est un petit bijou qui malheureusement a des audiences pas catastrophiques, mais pas excellentes comme il le mériterait. Si vous êtes fan de dessins animés, si vous êtes fan de films d'animation, il faut foncer le voir. Tout simplement, qu'on aime ou non spécialement Spider-Man, il faut aller le voir. Pour une simple et bonne raison, c'est que aujourd'hui, avec New Generation, on prouve que les films d'animation peuvent être aussi bien écrits que des films habituels, enfin les films classiques si on peut dire, qui peuvent être autant enfantins qu'adultes. On peut avoir tout type d'humour, on peut avoir des personnages avec une véritable évolution, on peut avoir de véritables émotions, et on peut avoir des castings de fous en matière de doublage. Malheureusement, j'ai craché sur la VF parce qu'elle est dégueulasse en mon sens. Maintenant, je le dis encore une fois, la VF n'est pas si catastrophique que ça. Là, après recul, pour une simple et bonne raison, c'est que, en fait, il faut savoir que les personnages doublés par Olivier Giroud, et je me rappelle plus des autres acteurs du dimanche, ne sont pas ultra présents dans le film. En fait, c'est presque des personnages secondaires, donc du coup, ils n'ont pas des lignes de dialogue énormes. Maintenant, pour moi, je pense que c'est dommage d'aller le voir en VF parce que la version originale est vraiment de qualité. Mais en tout cas, sachez juste une chose, vous risquez de passer un très très bon moment. Véritablement, l'évolution de Miles Morales est excellente. Tous les Spider-Man ont vraiment des émotions et des personnalités totalement différentes, et ce qui en fait un très grand film. Vraiment, ça aurait été difficile de retranscrire ça dans un véritable film avec de véritables acteurs, mais là, en film d'animation, il est juste de qualité, et surtout, l'animation est totalement différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans les films d'animation où c'est généralement lisse. Là, il y a une patte graphique qui est juste sublime et qui mérite le coup d'œil. Et à la première place, alors il faut savoir que j'hésitais
avec Spider-Man. Il aurait totalement mérité sa première place. On est encore dans un film de super-héros parce qu'on a été surtout orienté super-héros en cette année 2018 et 2019 ne va pas déroger à la règle. Avengers Infinity War. Alors, le film n'est pas parfait. Le film d'ailleurs a pas mal de défauts. Mais en fait, si je le mets à cette première place, c'est parce qu'en fait, le personnage principal, là on aurait pu croire que c'est les Avengers, c'est Thanos. Et ça, c'est cool. Ça, c'est badass. En plus de ça, quand on connaît un peu les comics, on sait que Thanos n'est pas totalement comme il est retranscrit dans le film. Mais c'est assez couillu d'avoir fait en sorte que Thanos soit touchant. Qu'en fait, les objectifs de Thanos, quand on les écoute, on peut se dire, en fait, ce qu'il dit, c'est vrai en plus. J'ai envie de l'aider. Et quand il réussit, t'es presque content pour lui, mais en même temps, t'as de la peine parce que derrière, t'as les super-héros que tu as l'habitude de voir qui disparaissent, qui meurent. Et ça te fait mal au cœur, mais en même temps, t'es content pour Thanos. Et ça veut dire que le film est très bien écrit. Et c'est pour ça, en mon sens, que je l'ai mis à cette première place, parce que autant on a l'habitude avec Marvel d'avoir des films de qualité en général, bon moyen, qui frôlent surtout sur le côté un peu trop enfantin avec beaucoup d'humour. Et pourtant, Infinity War montre qu'il peut avoir de l'humour, mais qui peut être très poignant et très touchant, et à la fois très sombre en soi, parce que Thanos, il est là pour éradiquer, il est là pour faire un génocide. Et t'as envie qu'il le fasse. Et ça, c'est impressionnant, c'est pour ça que ça reste pour moi ma claque. Et il est arrivé en début d'année, donc pour vous dire que je l'avais mis à la première place quasiment de suite. Après, il y a eu de très bons films qui méritaient tout autant d'être à la première place, comme Spider-Man New Generation. Mais j'ai préféré mettre ce Infinity War parce que c'est du très très lourd. Juste, en fait, pour vous dire en gros, Thanos porte à lui tout seul le film. Malheureusement, j'aimerais bien clôturer ce classement des films, mais s'il y a des bons films, il y a aussi de très mauvais films. Et malheureusement, cette année 2018, au niveau déception, j'ai été gâté. Il y a beaucoup de films que j'attendais et qui m'ont énormément déçu. Il y a beaucoup de films que je savais que ça allait être des merdes. Et effectivement, ce sont des merdes. Nous voilà avec le classement des bouses. Et à la 5e place, Aquaman. Alors attention, Aquaman est un petit peu à part. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a le cul entre deux chaises. Il aurait totalement mérité d'être dans le classement des bons films. Pas des meilleurs, mais en tout cas des bons films. Et en même temps, il mérite sa place des pires films. Pourquoi ? Visuellement, il est réussi. Scénaristiquement, c'est pas un chef-d'œuvre, mais ça passe. Mais en fait, c'est que le problème, moi j'en ai plein le cul, que DC me déçoit constamment. Là, on a un personnage presque running gag de l'univers DC. Aquaman, c'est pas le plus grand des super-héros. Au contraire, tout le monde en a rien à foutre. Et pourtant, ils ont décidé de le porter à l'écran. Derrière, ils mettent un acteur comme Momoa, qui est juste monstrueux, qui porte un charisme de fou à ce personnage qui en méritait pas tant, et pourtant là il est juste charismatique, t'as envie de le suivre, t'as envie de le voir connaître, t'as envie de le voir se battre, et malheureusement on a presque un film Marvel. Ce n'est pas une critique en soi, et d'ailleurs Fred Dugrenier l'a dit très bien, on est dans un film de super-héros, et DC n'est pas obligé d'être sombre, et donc ça fait plaisir de voir un film un peu plus coloré, digne des films de super-héros en collant, je ne dis pas le contraire, mais DC avait choisi de plutôt se orienter dans des films un peu plus sombres, un peu plus adultes, histoire de se différencier des films de Marvel. Et c'était excellent, c'était totalement justifié, surtout quand tu vois Batman, il cogne, donc il y a des gens qui vont saigner, donc c'est un peu plus sombre. On a quand même des super-héros qui peuvent limite tuer juste d'un petit doigt, comme avec Superman. Certes, Aquaman n'est pas super balèze, mais on aurait pu le orienter dans un film plus adulte, et ça aurait fait un film tout autant intéressant, surtout que l'histoire s'y prêtait bien, puisqu'on parle quand même de l'être humain qui pollue les océans, donc qui détruit sans le savoir un peuple qui ne le mérite pas forcément, même si eux-mêmes se sont foutus dans la merde, mais ça on le découvre dans l'histoire. La surconsommation pousse à la pêche excessive, donc il y a plein d'animaux qui meurent, et là on apprend que ces mecs se cachent, et du coup ils ne peuvent pas agir. Et le problème, c'est que le film te dit « ta gueule, ça fonctionne pas ». Pourquoi ? Parce que Aquaman se montre au grand jour
empêche la piraterie, empêche certainement, bon ça on le sait pas forcément, mais empêche peut-être des bateaux de pêcher, etc. Donc preuve qu'on peut agir sans forcément dévoiler l'existence de l'Atlante. Il peut avoir un petit groupe de personnes qui agissent dans les 7 mers pour empêcher la surpêche, pour empêcher la pollution excessive, ce genre de trucs, et protéger justement les océans. Or là, ils disent non, on n'agit pas pour éviter qu'on soit démasqué. Ça ne fonctionne pas. Et en plus derrière, alors je ne l'ai pas dit dans ma critique, encore une fois pour éviter de spoil tout ça, mais c'est quand même dingue, on apprend que à cause de la pollution des êtres humains, les Atlantes, enfin en tout cas les peuples des Atlantes, tombent malades. À aucun moment t'en vois qui sont malades. Tu vois pas de déchets, par exemple, sur l'Atlante, ou en tout cas aux abords. Certes, à l'intérieur de la ville, ils nettoient et tout régulièrement, donc à la limite qu'on n'en voit pas, c'est normal. Mais autour, genre, tu vois plein de déchets qui flottent et tout, tu vois du plastique. Là, ça aurait été cool. Et non. Donc en fait, ce film ne fonctionne pas du tout scénaristiquement, alors que malheureusement, visuellement, à la réalisation, tout est blond. Même si les effets spéciaux sont un peu cheap, le film est globalement excellent à ce niveau-là. On a de très beaux décors et tout, mais malheureusement, comme je dis, c'est un film d'ici qu'on n'attendait pas, mais comme c'est d'ici, on attend énormément d'eux, après un Justice League catastrophique, merdique, un Suicide Squad, n'en parlons pas, et là encore une fois, c'est un bon film, mais pas à la hauteur de ce que devraient être les films d'ici. Donc je le mets à cette 5e place. Mais ça veut pas dire que c'est une hérésie, que c'est le pire film de la DCU. Au contraire, c'est peut-être même l'un des meilleurs. À la 4e, La Nonne. Voilà, une année 2018 où il n'y a pas beaucoup de films d'horreur. Des films d'horreur surtout orientés à ambiance. La Nonne en fait partie. Beaucoup d'ambiance. Mais alors, niveau horreur, c'est passé où ? On a l'un des protagonistes les plus effrayants écrit en ce jour, je crois qu'il est apparu dans Conjuring, cette nonne qui a fait froid dans le dos, apparaissant dans un miroir et tout, avec un visage qui fait cauchemarder. On attendait énormément de ce film du coup, et au final, certes, on connaît les origines, mais au final, l'horreur, il n'y a pas. Ça n'existe pas dans ce film. En fait, tu n'es pas dans un film d'horreur, tu es juste dans un film où il se passe des événements surnaturels qui seraient dignes de finir sur YouTube, où on voit des gens aller dans des lieux, et puis t'entends quelques bruits, quelques craquements, des ombres qui apparaissent, alors qu'en fait, tout ceci n'est pas vraiment effrayant. Et c'est dommage parce que La Nonne aurait largement mérité d'être un très très gros film d'horreur, et on est dans un film plutôt médiocre, parce que il ne fait pas peur. Par contre, l'ambiance est pesante, mais là où l'exorcisme réussit à nous faire peur, ici, ici c'est pour les bisounours. À la 3e place, le labyrinthe, le remède mortel. Le 3e et dernier épisode de la saga, enfin de la série des labyrinthes. Le premier était excellent, j'avais vraiment kiffé. Le 2e était vraiment très très bon, et donc j'attendais que le 3e soit de même qualité. Non, ce film est une merde. Vraiment, c'est nul. Le final, c'est juste orgasmique tellement c'est comique, puisque la protagoniste principale, qui est supposée aimer Thomas, meurt comme une merde. Alors qu'elle a totalement le temps de courir, de sauter et d'attraper le bras de son petit copain et de vivre. Alors que là, t'as le bâtiment qui s'écroule, elle est là comme une quiche en train de regarder l'hélicoptère et de se dire... fait quoi ? Et elle meurt. Alors, j'avais expliqué que peut-être elle fait le choix de mourir parce qu'elle a fait tellement de tort à l'homme qu'elle aime, qu'elle a trahi ses amis, qu'au bout d'un moment, elle mérite sa sentence. Sauf que vu comme c'est montré, c'est pas du tout... Ça ne n'explique en rien son acte. En fait, on a juste l'impression de voir une cruche qui sait pas quoi faire et qui est genre là avec la bave qui coule en train de regarder l'hélico. Non, ça ne fonctionne pas. Malheureusement, l'écriture de ce 3e film est juste catastrophique. Et en plus... Ce qui n'aide pas à avoir apprécié du tout ce film, c'est la salle que j'ai eue. J'ai eu que des adolescentes en chaleur qui forcément fantasmaient sur le héros principal Thomas. Je peux comprendre, il est magnifique, ok, mais de voir des gens qui prennent en photo le personnage pendant que tu regardes le film, qui sont juste en face de toi, de voir la meuf qui est en train de chialer pour cette pseudo-romance qui ne fonctionne pas parce que justement elle voit Thomas en train de voir sa petite amie mourir, elle est là en larmes, et c'est insupportable. Il y a un moment, il faut avoir du respect dans les salles où vous allez, éviter de pourrir la vie des gens.
Et surtout, arrêtez de chialer ou de rire à gorge déployée. Essayez de faire attention. Mais franchement, là, les 3 gourdasses, je m'en rappellerai toute ma vie. J'aurais qu'une envie, c'est de les baffer. Bref, en tout cas, je ne porte pas ce film sur mon cœur, tellement il était mauvais. Et en parlant de films mauvais, nous voilà à la 2e place. Alors, j'ai hésité pendant un long moment. Et on va avoir 2 films. Le premier... Jurassic World Fallen Kingdom. Ok, visuellement, le film reste beau, forcément. Mais c'est tout. Le scénario, la connerie des personnages, est juste effrayante. Même le premier Jurassic World, qui n'est pas un chef-d'œuvre, est largement de meilleure qualité. Je ne comprends pas comment on a pu en arriver là au niveau de la stupidité, au niveau de l'écriture. C'est incompréhensible. On voit quand même un mec qui va rentrer dans une cage avec un dinosaure et il se fait bouffer. Mais c'est normal. Et lui, il pensait arriver à battre cet énorme dinosaure. Ou encore la scène où, encore une fois, on voit un mec rentrer dans une cage, le dinosaure est endormi, tu sais très bien que le dinosaure va se réveiller. Il n'y a même pas de surprise. Et alors le choix final avec l'enfant qui est là, est-ce qu'on doit on doit libérer les dinosaures, mais ouais, mais ils vont s'échapper dans la ville et tout, ouais, mais si on les fait pas, ils vont mourir. On s'en branle. C'est des dinosaures qui ont été créés génétiquement, ce qui veut dire qu'on peut les recréer. On s'en branle. Oui, mais c'est des animaux, on s'en fout. Arrêtez de vouloir nous faire culpabiliser, ça n'a aucun sens. Là, tu vas mettre en danger des gens, parce que les dinosaures vont être libérés en pleine ville, si on peut dire. Et surtout, c'est pas ça. C'est que derrière, de toute façon, ces dinosaures vont se faire descendre. Donc au final, que tu les fasses tuer de manière, on va dire, à peu près humaine, ou tu les fais en sorte qu'ils puissent se venger, mais qu'ils vont quand même mourir derrière. Débile, débile, débile. Mais pas aussi débile que ce film, qui est ex aequo à la 2e place. Les Animaux Fantastiques 2. Ouais. Non, vraiment, je suis désolé, hein, ce film est nul. Mais alors, vraiment très très nul. Ce film devait nous montrer enfin le plus grand méchant avant Voldemort. Et là, on se retrouve avec un méchant qui est supposé être diabolique, qui n'hésite pas à tuer des enfants, mais à aucun moment, c'est lui qui lève la main. Il ne fait rien. C'est toujours des sous-fifres qui agissent, sauf à la fin où il va brûler plusieurs personnes. Mais qu'à la fin. Et le pire, c'est toutes les explications. Ce personnage, en fait, c'est mon frère, mais en fait, c'est un frère qui a été abandonné. Mais en gros, moi, j'ai décidé de l'échanger avec un autre bébé. Donc, en fait, mon vrai frère, ce n'est pas mon vrai frère parce que, en fait, je l'ai échangé. Là, tu fais, mais ça part en sucette. Et surtout, en fait, ce qui est le pire dans tout ça, c'est qu'on attend après 2 heures de film ou 1 heure, je sais plus combien, que des protagonistes se retrouvent tous dans un même endroit. Ça n'a aucun sens. Et là, c'est presque digne des Feux de l'amour. T'as un personnage qui fait « Bon, en fait, je connais la vérité. » Et là, t'as l'autre qui fait « Non, en réalité, ce n'est pas ça la vérité. C'est moi qui connais la vérité. Je vais vous raconter. » Et t'as les gens qui sont comme ça en train de s'envoyer une balle de ping-pong pour en train de raconter la même histoire. Et là, tu fais « Mais fermez vos gueules ! On n'a pas besoin que vous nous racontiez l'histoire. Normalement, le film aurait dû raconter l'histoire. Mais non. C'est des protagonistes qui vous disent « Attends, pousse scénario s'il te plaît, on va vous faire un résumé de l'histoire si au cas où vous l'avez pas bien compris. » Quand on arrive là, c'est qu'il y a un problème scénaristique, c'est qu'il y a un problème d'écriture. Et en plus de ça, le film s'appelle quand même Les Animaux Fantastiques. On aurait aimé voir plus d'animaux fantastiques, ou en tout cas qui ont plus d'utilité pour peut-être contrer les plans machiavéliques du méchant, ou en tout cas en essayer d'en limiter les dégâts. Derrière, on parle des crimes de machin, on aurait aimé voir les crimes de... Alors désolé, parce que de Grindelwald, mais j'arrive jamais à le prononcer, donc on aurait aimé voir un peu plus ses crimes, voir un peu plus son côté méchant. Là, je suis désolé, on a un méchant de pacotille qui a de bons objectifs. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir la relation qu'il a avec Dumbledore. Alors, attention, j'ai dit que moi, ce que j'avais compris, c'est que Dumbledore était amoureux de ce personnage. Donc, ça nous montre un peu plus son côté homosexuel qui avait été confirmé par J.K. Rowling. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Je n'ai jamais dit, par contre, que le méchant, là, donc Grindelwald, donc on va l'appeler Grim, était aussi amoureux. Mais peut-être qu'il a fait croire à Dumbledore qu'il était amoureux. Parce que je rappelle qu'il a un don pour parler aux gens, donc de les manipuler.
Voilà, donc c'est peut-être aussi pour ça que Dumbledore l'a fait enfermer. Vous voyez, donc tout est justifié. Par contre, derrière le twist final où on apprend que Croyance serait le frère de Dumbledore, ça ne marche pas du tout. Tous ceux qui y croient... Alors peut-être que c'est la vérité. Franchement, ça serait là par contre, ça serait me baiser. Parce que moi, je vous confirme pour moi que non. C'est juste un mensonge que dit Grimm pour manipuler Croyance, pour que Croyance se batte contre Dumbledore, et puis pour que Dumbledore meure. Parce qu'en fait, Croyance est l'arme secrète, on va dire, de Grimm pour battre Dumbledore. Parce qu'en fait, Grimm ne peut pas affronter Dumbledore à cause du pacte de sang. Sauf qu'on sait que Dumbledore et je me rappelle plus Drago, je me rappelle plus son nom, vont tenter de casser le pacte pour que Dumbledore puisse se battre. C'est pour ça que Dumbledore envoie une autre personne affronter Grimm parce qu'il en est incapable à cause du pacte de sang. Donc il y a des trucs bien écrits, il y a des trucs qui sont totalement justifiables, mais en fait il manque tellement d'informations ou au contraire on a trop d'informations que ce film se perd et du coup on a un film totalement médiocre. Et qui est pour moi une grosse déception, parce que le film, premier du nom, était plutôt cool, était plutôt orienté humoristique, où on nous montrait un univers un peu plus coloré avec des animaux fantastiques, mais en même temps le film s'appelait comme ça, donc c'était plutôt intéressant, et j'attendais pas mal de cette suite, où on allait peut-être s'orienter dans un côté plutôt sombre, mais qu'ils aillent jusqu'au bout. Or, montrer qu'un mec est capable de tuer des enfants, mais c'est pas lui qui le fait, c'est ses sous-fifres, pour moi ça en fait pas un grand méchant, hein. Je suis désolé, hein. Quand c'est les autres qui se salissent les mains, ça fait pas toi un grand méchant. Ça fait de toi un grand manipulateur, mais pas un grand méchant. Donc un peu dommage, on va voir le troisième et dernier épisode de cette série. Mais là, franchement, ça sent un petit peu le sapin quand même. Hein. Et on en arrive au Saint Graal des films de merde. À la première place, cette fois il y aura 2 films. Han Solo, Star Wars Story. Y a rien à dire de plus, ce film est juste médiocre, c'est juste une honte pour l'univers Star Wars. Moi qui n'aime pas Han Solo à la base, bah là je ne l'aime pas encore plus. Toute l'histoire est inintéressante, il y a juste de beaux effets au moment où ils sont dans l'espèce de vortex avec la grosse créature et puis ils commencent à se faire aspirer dans le cœur du vortex et malheureusement t'as le moteur du Faucon Millennium qui ne marche plus, du coup ils essaient de le pousser et tout. Là ouais il y a de la tension mais c'est le seul grand moment. En fait tu passes 1h30 à te faire chier puis t'as juste cette scène qui dure quelques minutes qui est intéressante, qui est spectaculaire, qui est visuellement magnifique, qui met de la tension, qui met des personnages en avant et puis après c'est terminé, il n'y a plus rien. C'est dommage, mais en même temps, il fallait s'y attendre. À l'heure actuelle, Star Wars est parti dans la médiocrité totale. Je savais, attention, je fais partie de ceux qui ont apprécié Star Wars 7. Mais je savais que ça annonçait des films merdiques. La preuve, Star Wars 8, la preuve, Han Solo à Star Wars Story. Je m'inquiète énormément pour la licence Star Wars, mais je pense qu'à l'heure actuelle, on n'aura pas de très bons films pour l'avenir. C'est dommage. Mais voilà qui conclut... Ah non! Non, ben non, malheureusement, il reste un. The Predator. Je pense que parmi toutes les critiques de films, c'est la critique la plus haineuse que j'ai eue envers un film. J'ai énormément été odieux, vulgaire, mais c'est totalement mérité. J'aime Predator, et ce film est une hérésie envers Predator. On n'aime pas Predator ou on ne connaît pas l'univers, pourquoi pas? Là, du coup, vous pourrez apprécier ce film. Mais quand on aime autant que j'aime Predator... ce film est pas bon. On crache littéralement sur ces créatures qui sont supposées être des chasseurs, qui sont supposées jouer avec leur proie, poser des pièges, les attirer dedans. Autant le Predator de 2010 c'est une merde, mais au moins il montre ce côté chasseur où il posait des pièges. Par exemple, il mettait un mec, un mec mort, mais qui faisait croire qu'il était vivant en usurpant sa voix, en disant à l'aide et tout, pour que les gens viennent l'aider et tombent dans le piège. Là, c'est cool. Là, au moins, on montre de vrais chasseurs. Or là, il n'y a rien de chasseur. On voit juste une histoire totalement débile pour enfants, pour une simple et bonne raison. C'est que, en gros, on a des prédateurs qui veulent nous aider contre d'autres prédateurs, mais qui nous tuent quand même. Parce que le prédateur qui est supposé nous aider, nous tue. Alors certains diront, oui, mais c'est pour se défendre. Bah non. S'il est là pour nous aider, il va pas nous tuer, il va juste s'échapper ou se camoufler et tout. Là, non, en fait, il nous tue gratuitement. L'arme qu'il nous offre, c'est juste une armure de Predator, en plus badass, avec plus de missiles et tout, et plus de canons.
alors qu'en fait, le Predator pourrait l'utiliser pour nous protéger contre les autres Predators. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et en plus, et ça c'est quand même fou, c'est que apparemment les Predators veulent récupérer les meilleurs êtres humains, ceux avec l'ADN le plus riche, pour pouvoir nous consommer, si on peut dire, pour évoluer génétiquement. Qu'est-ce que l'être humain va apporter aux Predators ? À part le rhume, à part des allergies débiles, une intelligence pas très développée, parce que je suis désolé, les Predators sont plus évolués technologiquement parlant que nous, donc on ne leur apporte rien. Et le pire, c'est qu'ils veulent prendre un enfant atteint de l'Asperger, là, atteint d'autisme en tout cas, et je suis désolé, l'autisme n'est pas la future évolution de l'être humain, au contraire. Ça reste une maladie mentale qui pose problème. Certes, cet enfant est peut-être plus intelligent que la moyenne, mais il est aussi, si on peut dire malheureusement, à contrario, plus malade que les êtres humains en général. Et ça, c'est problématique. Et c'est pas la future évolution de l'être humain. Et donc non, les Predators n'ont pas à recueillir notre ADN. On ne sert à rien. Par contre, qui veulent en apprendre un peu plus sur nous, sur nos moyens de défense, tout ça, pour derrière nous exterminer, pourquoi pas ? Qui nous étudient, pourquoi pas ? Mais qui transfèrent notre ADN dans le leur pour évoluer, non. Enfin bon bref, ce film est le pire de tous, de toute la saga Predator. Il mérite sa palme d'or des pires films que j'ai vus. Ce Predator est une chiasse. Mon dieu, il me donne envie de vomir. Enfin bref, voilà qui conclut ce classement des pires et des meilleurs films. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos 5 meilleurs et vos 5 pires films que vous avez vus en cette année 2018. Vous ne serez peut-être pas d'accord, mais sachez que je prends en compte que les films que j'ai vus. Il y en avait un paquet, donc j'ai fait mon classement personnel. J'aurais pu mettre... comment il s'appelle ce film j'aurais pu mettre à la première place des pires films Future World. Mais non, The Predator, il est là. Il se pose là. On se retrouve, si ça vous intéresse, pour le classement jeux vidéo sur tous les supports. Si ça ne vous intéresse pas, je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année, encore une fois, et une très bonne année 2019. Et peut-être qu'on se recroisera sur de prochaines vidéos. Ciao, ciao.